Ma fiancée m'a dit, tu serais peut-être plus ambitieux si tu tenais vraiment à moi. J'ai juste souri et fait ma valise, puis j'ai laissé la bague, gardé mes objectifs et choisi le respect de moi-même plutôt que le chantage. J'étais avec Mia depuis presque 4 ans. Nous partagions un petit appartement, une chambre à Seattle, rien de glamour, mais assez confortable pour ressembler à un vrai chez nous. Je dirigeais une petite agence de pub qui payait les factures, nous offrait de bons week-ends et, parfois, quelques vacances. Mia travaillait dans le marketing et, à un moment donné, elle a décidé que son poste lui donnait aussi une sorte de licence de conférencière motivationnelle. Chaque conversation est devenue une évaluation de performance. Tu as tellement de potentiel, disait-elle en me tapotant l'épaule comme une manager, si seulement tu pouvais arrêter d'être aussi satisfait. Au début, je riais. Tout le monde taquine un peu son partenaire, non? Mais les blagues ont cessé d'être des blagues quand son ton s'est durci. Elle faisait défiler Instagram, pointait la photo des fiançailles de quelqu'un et soupirait comme si j'étais personnellement responsable de notre absence de loft face à l'eau. On pourrait avoir une meilleure vie, a-t-elle dit un jour, si tu te souciais vraiment de la réussite. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir. Nous étions dehors avec ses collègues, bar à vin chic, rire poli, tout le monde essayant d'impressionner tout le monde. Sans prévenir, Mia m'a regardé droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que la table d'accent grave côté l'entende. Tu serais peut-être plus ambitieux si tu te souciais vraiment de moi. Les rires qui ont suivi n'étaient pas cruels, c'était pire, c'était des rires polis. Ce petit rire retenu, plein de pitié, que les gens lâchent quand ils savent qu'ils viennent d'être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas bronché. J'ai juste hoché la tête, coupé dans mon steak et laissé le silence engloutir le peu de respect qu'il me restait pour elle. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de glaçant, la femme assise en face de moi ne voulait pas un partenaire, elle voulait un public. Après ce dîner, le silence entre nous s'est épaissi, pas un silence de colère, mais celui qui vibre sous la surface, comme une machine qui continue de tourner bien après qu'on aurait dû l'éteindre. Mia est devenue plus silencieuse à la maison, plus froide au lit, et pourtant plus bruyante partout ailleurs. Elle postait des photos de café où elle allait, pour le travail, avec des légendes vaguement inspirantes sur la grain-culture, et le fait de trouver sa vraie passion. J'ai commencé à reconnaître le schéma, chaque poste, chaque soupir, chaque remarque sur certaines personnes qui se contentent trop tôt, étaient dirigées droit contre moi. Elle rentrait tard et partait tôt, toujours avec la même excuse, rendez-vous client, dîner de networking, je ne peux pas me permettre de me laisser porter comme certains. Cette dernière piquait. Je pensais autrefois que l'ambition était attirante, maintenant, ça sonnait comme une menace. Un jeudi soir, j'ai vu sa story. Elle était sur un rooftop du centre-ville, lumière dorée de fin de journée, en train de rire avec un type en costume gris. La légende disait, enfin, de la compagnie inspirante. Ce mot enfin m'a frappé comme une fléchette. Pas de colère, pas de jalousie. Juste, une confirmation. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'ai juste pris note. J'ai regardé les motifs se dessiner comme des constellations, la soudaine nécessité de rester tard au bureau, la façon dont elle s'habillait plus chic, le parfum qu'elle ne mettait jamais pour moi. Une semaine plus tard, c'est arrivé. Nous étions au lit, sa respiration douce et régulière, son téléphone vibreur posé sur la table de nuit. Normalement, je n'y aurais pas touché. Je ne suis pas du genre à fouiller. Mais ce soir-là, quelque chose dans mon ventre me disait que la vérité se trouvait à quelques centimètres, brillant derrière un code que je connaissais déjà. Quand je l'ai déverrouillé, j'ai vu son nom, Ryan Mallette, tout en haut des notifications. L'emoji disait tout, pas de cœur, pas de flamme. Une mallette. Professionnelle, carrée, appropriée, sauf que les messages, eux, ne l'étaient pas. La conversation remontait à des mois. J'ai fait défiler, lisant des « bonnes chances pour aujourd'hui », je suis fier de toi Bulle, j'aimerais pouvoir te voir ce soir, et puis, je me sens coincé avec lui. Lui, c'était moi. Tout était là, en bulle noire et bleue, chaque soirée tardive, chaque soupir, chaque pique passive-agressive au dîner, soudain parfaitement expliqué. J'ai fait défiler encore, et la petite tromperie s'est dépliée comme une confession lente. Il y avait les plans qu'il faisait, des blagues sur le fait que j'étais trop sûr, et même des promesses de sa part qu'elle réglait les choses. Je n'ai pas explosé. Je ne l'ai pas réveillé. Je suis juste resté là, le téléphone éclairant la chambre sombre, et j'ai senti une étrange paix m'envahir, une sorte de clarté anesthésiée.
Les gens pensent que la trahison vient avec de la colère. Parfois, elle vient avec le silence. Le lendemain matin, j'ai fait le café comme si de rien n'était. Elle est sortie, les cheveux en bataille, a souri à moitié et a dit: « T'es silencieux, ce matin. » J'ai juste beaucoup de choses en tête, ai-je répondu. À propos du boulot? Un truc comme ça. Elle a hoché la tête, déjà en train de regarder son téléphone. Probablement pour voir s'il avait écrit. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel, je n'étais plus dans une relation. Je maintenais une illusion pour quelqu'un qui était déjà parti émotionnellement, sinon physiquement. Alors j'ai joué le jeu. Pour l'instant. Je l'ai laissé croire qu'elle était maligne, intouchable, que sa liaison restait en sécurité derrière des écrans verrouillés et des doubles sens. Je lui ai embrassé le front avant qu'elle parte au travail, lui ai souhaité « bonne chance pour la réunion » et je lui ai même envoyé un message plus tard « fier de toi ». Elle a répondu avec un emoji cœur. Et c'est là que la première idée est née, discrète, précise, coupante comme du verre. Si elle voulait jouer, j'allais apprendre les règles mieux qu'elle. Mais d'abord, il me fallait de la patience. La laisser creuser son propre trou, une soirée networking après l'autre. Parce que les fissures apparaissaient dans ses stories, dans son ton, dans la façon dont elle sursautait quand j'entrais dans une pièce sans bruit. Et le truc avec les fissures? Elles ne restent jamais cachées très longtemps. À un moment, tout ce qu'il y a dessous commence à déborder. Le lendemain matin avait une normalité presque inquiétante. La lumière grise de Seattle filtrait entre les lames des stores, comme d'habitude, juste avant que la ville ne se réveille. J'ai fait du café, nourri le chat, me suis assis au comptoir et j'ai attendu. Mia est sortie de la chambre en peignoir, le téléphone déjà à la main. Elle m'a regardé brièvement, a souri, mais ses yeux ont fui un peu trop vite. La culpabilité voyage toujours dans les micro-expressions de minuscules tressaillements que la plupart des gens ne remarquent pas. J'avais commencé à tout remarquer. J'ai attendu qu'elle se verse une tasse. Mia, ai-je dit d'un ton égal, c'est qui, Ryan? Sa main s'est figée en l'air. La cuillère a tinté contre le plan de travail. Ryan, a-t-elle répété, comme pour tester le son du prénom, gagner du temps. C'est juste un ami. Du boulot? Pourquoi? Parce que j'ai vu vos messages. C'était comme regarder un réseau électrique sauter. La chaleur a quitté son visage. Puis la tempête est arrivée. Tu as fouillé dans mon téléphone? Sa voix est montée, aiguë et tranchante. Tu es sérieux, là? Tu as violé ma vie privée? Tu me rabaisses depuis des mois, ai-je dit calmement, tout en courant après quelqu'un d'autre. Elle a commencé à faire les 100 pas, la voix de plus en plus forte. Tu es parano? C'est exactement pour ça que je ne peux rien te dire. Tu transformes tout en complot. Mia, ai-je répondu, toujours posément, j'ai lu ce que tu as écrit. Je me sens coincé avec lui. Tu n'as plus besoin de mentir. Ça l'a frappé comme une claque. Sa colère s'est repliée sur elle-même, remplacée par des larmes si soudaines qu'elle paraissait presque répéter. Je ne le pensais pas, sanglotait-elle. Tu ne comprends pas. Je voulais juste voir si tu te battrais pour moi. Voilà. Le rôle dans lequel on m'avait casté pendant 4 ans. La demoiselle en détresse, le génie incompris, l'amoureuse tragique qui teste ma dévotion. Chaque larme, chaque pause dramatique était parfaitement placée. Mia, ai-je dit, on ne teste pas les gens en les trahissant. Elle a arrêté de pleurer aussi vite qu'elle avait commencé, et son visage s'est figé dans quelque chose de plus froid. Tu me freines, a-t-elle lâché. Tu es content d'être moyen. Moi, je voulais plus. C'est un crime? Non, ai-je répondu. Mais faire semblant de m'aimer encore pendant que tu cherches un remplaçant, ça, c'est de la lâcheté. Pendant un long moment, on s'est juste regardé. Pas de cris, pas de vacarme, juste la reconnaissance lourde que quelque chose était terminé. Elle voulait une réaction que je supplie, que je pleure, une scène dramatique qui lui rendrait son sentiment de pouvoir. Je ne lui donnerai pas ça. J'ai enlevé ma bague, un simple anneau d'argent dont elle avait un jour dit qu'il me faisait paraître fiable. Je l'ai posé sur la table entre nous. Elle a produit un petit son, presque inaudible. Mia, ai-je dit lentement, j'ai fini de prouver ma valeur à quelqu'un qui a déjà décidé que je ne suffisais pas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Je voyais qu'elle cherchait frénétiquement une phrase, une défense,
une façon de transformer ça en un nouveau discours sur le fait que je baissais les bras trop vite. Mais rien ne venait. Alors je me suis levé, j'ai rincé ma tasse de café et je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a crié. « Attends. Tu vas vraiment partir comme ça ? » « Oui, » ai-je dit sans me retourner. « Ça fait des mois que tu es déjà parti. Je ne fais que te rattraper. » Dehors, l'air était vif, la pluie menaçait comme toujours. Je ne me sentais pas en colère. Juste, vide d'une manière qui semblait propre. Comme une pièce après qu'on en a sorti tous les meubles cassés. Ce matin-là, j'ai cessé de la considérer comme ma partenaire. J'ai arrêté d'essayer de réparer quelque chose qui n'avait jamais été cassé, c'était juste construit sur des mensonges. Et au fond, je savais que ce ne serait pas la dernière fois que j'entendrais parler d'elle. Les gens comme Mia ne lâchent pas prise en silence. Ils réécrivent. Ils tordent. Ils refont l'histoire jusqu'à redevenir la victime. Alors j'ai attendu, calme, délibéré, son prochain mouvement. Parce que si elle voulait un jeu, je pouvais jouer. Mais cette fois, ce serait moi qui écrirais la fin. Les retombées ont été rapides, brouillonnes et totalement prévisibles, comme regarder une tempête frapper un quartier où l'on a déjà vécu. J'avais à peine rempli une valise que Mia lançait déjà sa campagne. Ça a commencé subtilement, des citations cryptiques en story Instagram, écrites en cursive noire sur des fonds beiges. Certains hommes ne supportent pas les femmes fortes. Les personnes toxiques jouent toujours les victimes. Et ma préférée, parfois, on dépasse la personne pour laquelle on avait dû se rapetisser. Chaque phrase sonnait comme un sous-tweet dirigé contre moi, une nouvelle petite performance pour son public numérique, un nouveau scénario où elle était à la fois survivante et héroïne. Puis elle a intensifié. Elle a écrit à nos amis communs en disant que j'avais déraillé, que j'avais fouillé dans son téléphone par jalousie, que j'étais instable et manipulateur émotionnel. Mon pote Luc m'a appelé. « Mec, a-t-il dit prudemment, Mia raconte des trucs. Que tu l'aurais frappé ?» Je me suis figé. Quoi ? Je ne l'ai pas cru, s'est-il empressé d'ajouter. Mais elle poste plein de trucs sur le self-care, thérapie, limite, guérir après un abus narcissique. Tu devrais peut-être voir ses réseaux. Je l'ai fait. Et effectivement, c'était là, tout le défilé de la pitié. Longue légende sur le fait qu'elle avait enfin vu les vraies couleurs de quelqu'un, que la guérison n'est pas linéaire, que parfois l'amour se transforme en peur. Pas de nom, bien sûr, mais l'allusion était limpide. Et pourtant, je suis resté silencieux. Pas de réponse, pas de contre-attaque. Parce que les gens comme Mia ne discutent pas pour comprendre, ils discutent pour gagner. Et la meilleure façon de perdre à leurs conditions, c'est de jouer. Le point de rupture suivant est arrivé un mercredi matin. Au beau milieu d'une réunion client à l'agence, ma réceptionniste a sonné sur la ligne interne. « Adam » a-t-elle chuchoté, « il y a quelqu'un pour toi. Ça peut attendre ?» Elle a hésité. « Pas vraiment. » Elle crie. Avant que je puisse demander qui, la porte s'est ouverte d'un coup. Mia se tenait là, les yeux fous, portant un blazer par-dessus une robe enfilée à la hâte. « Donc c'est ça, ta vision de la réussite ?» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant contre les parois vitrées. « Jouer la victime ? Mentir sur moi à tout le monde ? » Mes clients, deux fondateurs de start-up en plein pitch, se sont figés. L'un d'eux a lentement saisi sa tasse de café, sans savoir s'il devait boire ou s'enfuir. « Mia » ai-je dit calmement, ce n'est ni le moment ni l'endroit. « Oh, ça ne l'est jamais avec toi, hein ? Tu m'humilies, tu me fais passer pour la folle, tu te barres et toi, tu gardes ton image de héros calme et posé. » La sécurité était déjà en route. Ma chef de projet, Erika, est intervenue. « Madame, vous devez sortir » a-t-elle dit. « Ne m'appelez pas madame » a explosé Mia. « Vous ne savez même pas ce qu'il m'a fait. » Elle tremblait, mais pas de tristesse, de rage d'avoir perdu le contrôle. Mes collègues l'ont doucement escortée vers la sortie. Elle continuait de hurler en s'éloignant. « C'est un imposteur. Un lâche. Il ne mérite rien de tout ça. » Le bureau est resté silencieux longtemps après. J'ai regardé mes clients, en m'attendant presque à les voir partir. À la place, l'un d'eux a expiré et a dit. « Donc, vous parliez de la stratégie de campagne digitale ? » On a fini la réunion. Professionnellement. Tranquillement. Et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai changé les serrures. Puis j'ai appelé le propriétaire et rompu le bail,
en payant intégralement la pénalité. Elle pouvait garder l'appartement, les meubles, le lit, la vaisselle, tout. Je ne voulais plus rien qui ait absorbé sa voix. Ce soir-là, mon téléphone s'est remis à s'allumer. 10, 20, 40 messages. D'abord, la négociation. S'il te plaît, on peut parler? Tu dramatises tout. Puis la culpabilisation. Tu détruis ma vie. Tout le monde pense que je suis la méchante à cause de toi. Enfin, les menaces. Si tu ne me réponds pas, je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les notifications se mélangent, puis j'ai posé le téléphone face contre la table et me suis servi un verre. Pendant des années, j'avais confondu le bruit avec la connexion, je pensais que la passion prouvait l'amour, que les disputes étaient le signe qu'elle tenait à moi. Mais assis là dans le calme, n'entendant que le bourdonnement du frigo et la pluie contre la fenêtre, j'ai compris à quel point l'indifférence pouvait être paisible. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite. Pas encore. J'ai laissé ces mots s'empiler, les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'ils ne pèsent plus rien. Vers minuit, son dernier message est arrivé. Tu vas regretter. Tu regrettes toujours. Peut-être. Mais le regret a des limites. L'épuisement, non. Alors j'ai éteint mon téléphone, fini mon verre, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'une traite. Une semaine de silence est passée. Le genre de silence qui se mérite, comme si l'air lui-même avait enfin expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. J'avais repris la routine, boulot, salle de sport, soirée tranquille avec des plats à emporter et de vieux films. De temps en temps, je pensais à elle, non par manque, mais en me demandant comment j'avais pu prendre cette volatilité pour de l'amour. Puis, un dimanche matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer, mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être le besoin de tourner la page, m'a poussé à répondre. Alex, dit une voix douce que j'ai reconnue aussitôt. C'est Karen. La mère de Mia. Son ton était fatigué, comme celui de ceux qui ont plus pleuré que dormi. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, dit-elle. Je voulais juste te parler. Je lui ai dit que c'était d'accord. Elle a hésité avant de continuer. Mia est chez moi. Elle n'est plus elle-même. Elle dit qu'elle est brisée. Qu'elle a tout perdu. J'ai fixé le mur, suivant des yeux l'ombre floue d'une goutte de pluie sur la vitre. Elle n'a pas tout perdu, ai-je répondu finalement. Elle a perdu ce qu'elle tenait pour acquis, le respect. Un long silence a suivi. Elle m'a raconté sa version, a murmuré Karen. Je sais qu'il y a deux côtés à chaque histoire. Je ne suis pas là pour prendre parti. Je voulais juste savoir si, un jour, tu pourrais lui pardonner. Elle est jeune. Elle fait des erreurs. Elle a 31 ans, ai-je dit, sans amertume, juste comme un fait. Et là, ce ne sont plus des erreurs. Ce sont des choix. Je l'ai entendu soupirer. Elle a toujours voulu plus, Alex. Même enfant, elle voulait la plus grande part, la meilleure note, la première place. Je pensais que ça l'amènerait loin. Peut-être que je lui ai appris de travers. Elle voulait plus, oui, ai-je répondu. Mais pas plus de la vie, plus des gens. Elle ne court pas après la réussite. Elle court après la validation. Et quand elle n'en a plus, elle trouve quelqu'un d'autre pour lui en fournir. Karen n'a pas protesté. Elle a simplement chuchoté. Je sais. On a convenu de se voir. Terrain neutre, un café tranquille près de Green Lake. Je suis arrivé en avance, assez pour choisir la table qui fait face à la porte. Karen est arrivée pile à l'heure, tenant son sac comme un bouclier. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, fragile, mais digne. Elle s'est assise en face de moi, les yeux cernés mais doux. Merci d'être venu, dit-elle. J'ai hoché la tête. Pas de small talk. Pas de faux sourire. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe pliée. Ce sont des choses qu'elle voulait te rendre, a-t-elle expliqué. Des photos, des lettres, ce livre que tu lui avais offert. Je ne l'ai pas ouverte. À la place, j'ai poussé une autre enveloppe vers elle, des clés à l'intérieur. L'appartement est vidé, ai-je dit. Le bail est résilié. Elle peut gérer le reste. Karen a hoché la tête lentement. Elle m'a dit que tu avais changé les serrures. J'y étais obligé, ai-je répondu. Elle est venue à mon bureau. Elle a fait un scandale.
Je ne pouvais pas risquer qu'elle recommence. Karen a eu un petit frisson. Elle a honte de ça. Mais elle est aussi en colère. Elle ne cesse de répéter que tu l'as fait passer pour une idiote. Elle l'a fait toute seule. On est resté silencieux un moment, un silence qui n'était pas gênant, mais définitif. Celui qui dit qu'il n'y a plus rien à réparer. Elle t'aime encore, tu sais, a fini par dire Karen. À sa manière. À sa manière, ai-je répété. C'est bien ça, le problème. Karen a porté la tasse de café à ses lèvres, sans en boire une goutte. Tu sais, a-t-elle murmuré, je l'ai déjà vu comme ça. Quand tout s'écroule, elle ne réfléchit pas, elle réécrit. Elle raconte déjà à tout le monde à quel point tu as été cruel, comment tu l'as abandonnée. Mais je connais ma fille. Elle brûle sa propre maison, puis pleure d'avoir froid. Cette phrase est restée suspendue entre nous comme du brouillard. Dans ses yeux, je ne voyais ni défense, ni colère, juste la fatigue d'une mère qui regarde le même incendie se propager depuis des années. Je me suis levé, et posé un billet sur la table. Vous avez élevé quelqu'un qui peut charmer n'importe qui, ai-je dit doucement. Elle n'a simplement jamais appris à les garder. Les yeux de Karen se sont embués. Je suis désolé, Alex. Je sais, ai-je répondu. Moi aussi. Je suis sorti sous la pluie sans colère, sans regret. Juste, vidé. Vide de toute la culpabilité, du chaos, de cette façon qu'elle avait de transformer chaque conflit en pièce de théâtre moral où elle jouait la héroïne incomprise. L'amour ne devrait pas ressembler à un examen qu'on échoue sans cesse. Il ne devrait pas te rapetisser, te rendre plus silencieux ou épuisé en permanence. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des mois, la paix. Pas le triomphe, pas la revanche. Juste une clarté tranquille. Certaines fins n'ont pas besoin de closure. Elles ont juste besoin de distance. 2 mois plus tard, je déballais des cartons dans un petit appartement lumineux à Portland. C'était modeste, mais ça respirait. Les murs n'étaient pas saturés de souvenirs encombrants ou de disputes silencieuses. Mon bureau donnait sur la fenêtre, pas sur un miroir rempli des attentes de quelqu'un d'autre. Ma tasse de café n'avait plus de traces de rouge à lèvres. Mes plantes n'étaient plus en train de mourir à force de chaos et de négligence. Je me suis replongé dans le travail des clients qui respectaient mon temps, des projets qui me mettaient au défi, et des soirées qui m'appartenaient vraiment. Je marchais le long du fleuve, sentant le froid dans mes poumons et la chaleur régulière de mon propre cœur. Chaque pas me rappelait que la liberté ne rugit pas. Elle chuchote. À un moment, quelqu'un a mentionné Mia. Apparemment, elle sortait avec un banquier exactement le type auquel on me comparait toujours, mais en plus brillant, avec des chemises plus chères et moins de textos tardifs. Ses stories Instagram étaient pleines de citations sur le fait de se retrouver soi-même et apprendre à aimer sans limite. J'ai fait défiler sans réagir. Je n'avais plus rien à prouver, aucun public à impressionner, aucun drame à alimenter. Un soir, j'ai versé du café dans une tasse ébréchée, suis sorti sur le balcon et j'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur le fleuve. L'air sentait la pluie sur le bitume, frais et indulgent. J'ai réalisé quelque chose de simple, le silence autour de moi n'était pas vide. Il était propre. Je n'avais pas organisé cette sortie par vengeance. Je n'avais pas planifié son humiliation, je n'avais pas envoyé de capture d'écran, je n'avais pas attendu une validation publique. J'ai choisi le respect de moi-même. J'ai choisi les limites. J'ai choisi d'arrêter d'alimenter quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne suffirais jamais. La vérité m'a frappé avec la force de la clarté, la meilleure réponse au chantage émotionnel, à la manipulation, à des années de gaslighting, ce n'est pas un grand discours ni un post sur les réseaux. Ce n'est pas une confrontation. Ce n'est même pas la vengeance. C'est partir. S'en aller à pas calme et délibéré, en laissant le silence faire son travail. J'ai siroté mon café et laissé le murmure du fleuve remplir l'espace entre mes côtes. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais ni brisé ni diminué. Je me sentais entier. La vie, ai-je compris, est trop courte pour servir de projet de motivation à qui que ce soit. Trop courte pour être le public de la performance de quelqu'un d'autre. Trop courte pour passer 4 ans à prouver sa valeur à une personne qui a déjà écrit le verdict. J'ai tourné le regard vers l'horizon, là où les lumières de la ville se fondaient dans les nuages. Et dans ce moment simple, presque banal, j'ai compris que la liberté n'est pas quelque chose qu'on arrache avec la colère ou l'esprit de repartie. C'est quelque chose qu'on revendique en silence, sans témoin,
sans applaudissements, sans permission. Et ça suffisait. J'ai laissé la tasse réchauffer mes mains et le vent du soir me caressait le visage. Le monde continuait, indifférent. Et moi aussi. Enfin, vraiment, en paix.